Attention, cet épisode spoil l'intégralité de la saga Insidious, dont le dernier qui vient de sortir, Insidious la dernière clé. Si vous avez déjà vu le film ou si le spoil ne vous dérange pas, vous êtes donc le bienvenu. Insidious, la dernière clé, est le quatrième film de la saga Insidious. Il se compose de Insidious, donc suivi du 2 et du 3, le quatrième film étant ainsi le premier à ne pas porter de numéro. Le premier film de la saga m'avait franchement convaincu et je pense que cela est principalement dû à son réalisateur. James Wan, c'est le papa de Saw, de Dead Silence, mais aussi du premier Conjuring qui lancera l'autre saga de films d'horreur du moment. Insidious, premier du nom, avait le mérite d'être un film hommage au genre de l'horreur, tout en étant assez original. C'était un film qui faisait peur tout simplement, mais pas à cause de jumpscares intrusifs, mais bien à cause d'une ambiance oppressante. Le film était simple, mais pas simpliste, il avait réussi un exploit d'équilibriste. James Wan souhaitait faire un film d'horreur à l'ancienne qui rend hommage au cinéma qu'on aime depuis notre enfance, mais qui, dans le même temps, comporte des éléments qu'on ne trouve pas dans les grosses productions des studios. C'était une citation. À mon sens, il avait parfaitement réussi. Pour moi, le seul défaut d'Insidious, c'était son dénouement. Le film se termine en effet sur un cliffhanger à la manière d'un épisode de série télé. Bien que surprenant, un tel suspense rend indispensable Insidious 2 et empêche le film de se suffire à lui-même. C'est d'autant plus frustrant car le 2 ne parviendra pas à la hauteur du premier, bien que James Wan reste manette. Il est assez peu original, l'effet de surprise du premier film s'estompe, tellement que j'ai finalement gardé assez peu de souvenirs de ce deuxième opus. Un peu comme pour le troisième. En fait, à mon sens, ce qui est le plus sympa dans ces deux suites, c'est les méchants, les démons, les fantômes. Le reste, les personnages principaux, à l'exception notable d'Elise, fil conducteur des films, l'intrigue de fond, la mise en scène, tout cela est très oubliable. Autant dire que je n'attendais pas Insidious la dernière clé avec impatience, d'autant que, comme pour le troisième opus, James Wan n'est plus aux commandes. Et non, le réalisateur est cette fois-ci Adam Robitel, une troisième main qui a notamment coécrit Paranormal Activity 5 et écrit et réalisé l'étrange cas Deborah Logan. Donc rien de très fameux. Alors pour résumer, le film est un préquel. Il se passe quelques mois avant le premier Insidious. Elise est appelée par un monsieur victime d'événements paranormaux, la particularité de la chose étant que celui-ci habite dans la maison d'enfance d'Elise. Quand elle était jeune, elle subissait la violence de son père et avait été tourmentée par un démon qui est allé jusqu'à tuer sa mère, la seule personne de la famille qui semblait compréhensive quant à ses pouvoirs. Ces pouvoirs, qui je le rappelle, lui permettent de voir les morts et de s'aventurer dans le lointain, là où les âmes errantes habitent. Elle abandonnera son frère quelques années plus tard, aux mains de son père plus violent que jamais, et quittera la maison familiale pour devenir la Elise médium que l'on connaît tous. Dans le présent, elle revient donc au Nouveau-Mexique pour affronter le démon une bonne fois pour toutes. Elle fera la connaissance de ses deux nièces, les deux filles de son frère, qui lui en veut toujours de l'avoir abandonnée. Normal. Il va vite s'avérer que le monsieur qui a appelé Elise et qui était tourmenté par des fantômes est en réalité un psychopathe qui séquestre des jeunes femmes avant de les tuer. Il est en fait contrôlé par le démon des clés, une entité qui se nourrit de la haine et qui enferme les âmes errantes dans des sortes d'enclos. Et c'est cette même créature qui, des années auparavant, avait possédé le père d'Elise en le rendant violent. Le problème, c'est que l'une des deux nièces, qu'on va appeler nièce numéro 1, s'est fait avoir par le démon. Elle est à l'hôpital entre la vie et la mort. C'est pourquoi, malgré la désapprobation de son père, l'autre nièce, qu'on va appeler nièce numéro 2, décide d'aider Elise dans son combat final en lui dévoilant que elle aussi, elle peut voir les morts, qu'elle a des super pouvoirs et qu'elle peut voyager dans le lointain. Parce que, mais pas de bol, Elise est capturée par le démon qui l'enferme dans son enclos dans le lointain. Elle y revoit l'âme errante de son père, mais décide de lui pardonner, comprenant qu'il avait toujours été possédé par le démon. Enfin non, pas exactement, disons qu'elle va lui pardonner, mais qu'elle va d'abord bien le cravacher à mort. Mais ensuite, elle lui pardonne. Après l'avoir cravaché à mort. Bref, Elise affronte le démon, mais alors qu'elle est sur le point de mourir, nièce numéro 2 lui envoie le sifflet. Quand il était petit, le frère d'Elise était très peureux. Bon, en même temps, avec une sœur comme ça, on peut le comprendre. Mais donc sa maman lui avait offert ce sifflet pour que lorsqu'il se sent en danger, elle puisse accourir l'aider. Et c'est exactement ce qui se passe, sauf que c'est Elise qui souffle dedans. L'esprit de la maman d'Elise arrive alors pour la sauver, et se débarrasse du démon une bonne fois pour toutes. Tout le monde est sauvé, alors Elise et nièce numéro 2 retournent dans le monde des vivants et vont voir nièce numéro 1 à l'hôpital. Elle va très bien, tout le monde est heureux et le frère d'Elise finit par lui pardonner de l'avoir abandonné lorsqu'ils étaient enfants. Tout va bien, c'est la fin. Bon, c'est pas tout à fait la fin parce que lorsqu'elle rentre du Nouveau-Mexique, Elise est appelée en urgence par la famille du premier Insidious. On apprend alors que le film se termine là où Insidious commence. Là, c'est la fin. Ce film est pas bon, il est abominablement banal, il ne tente rien, tout est prévisible. Surtout le gros setup payoff du sifflet. Il est introduit au début du film de façon bien visible, on sait qu'il va finir par servir.
Entre-temps, la maman d'Elise est décédée, donc difficile d'accourir au secours de ses enfants s'ils sont en danger, mais ça fait 3 films qu'on est au courant qu'Elise peut aller à la rencontre des morts. C'était tellement évident que j'ai eu l'impression de m'être fait spoiler la fin dès les 5 premières minutes du film. Il était évident qu'à la fin, Elise serait mise en difficulté et que le fantôme de sa maman viendrait et enverrait le monstre random vers d'autres cieux, bah oui, mais littéralement envoyé vers d'autres cieux. Elle arrive, elle le pousse, et le monstre des clés s'envole. Mais il s'envole! Pour le coup, un bon gros Deus Ex Machina aurait été beaucoup plus efficace. Incohérent, mais inattendu. Non, parce que là, il n'y a aucune surprise, on s'ennuie. Je reprochais au premier Insidious de forcer la suite en s'achevant sur un climax. Mais le happy end final, là, c'est franchement décevant, on reste sur sa fin. Bon, ok, c'est sympa qu'à la toute fin, Ellie soit appelée par la famille du 1, ça boucle la boucle. Mais c'est un film d'horreur, pas un conte shakespearien. Elle est où l'horreur, là ? Je ne sais pas si c'est à cause de l'absence de James Wan, qui reste pourtant producteur, mais ce film n'a plus rien à voir avec le premier de la saga. Où est l'ambiance oppressante ? Où est la surprise ? La mise en scène de ce 4e volet est pauvre à en chialer. Aucun jeu de lumière, aucun mouvement de caméra outrancier, et certainement pas d'ambiance. La seule chose qui fait peur dans ce film, c'est les jumpscares à répétition. Je ne dis pas que le film est mauvais car il s'éloigne des origines de la saga, au contraire, il faut innover, réinventer le concept. Mais là, c'est des sursauts en veux-tu en voilà. Il faut bien comprendre que l'on n'a pas besoin d'avoir de talent pour faire des jumpscares. Il suffit de se balader un peu sur internet, n'importe qui peut s'improviser maître de l'horreur en faisant sursauter son public. Par contre, poser un cadre, une ambiance, un stress continu, une tension, c'est déjà beaucoup plus difficile. Prenez l'exorciste par exemple. Il y a des jumpscares, c'est un outil efficace pour faire peur au public. Mais ce n'est qu'un outil, il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'il y en a si peu dans l'exorciste. Son ambiance tétanisante est bien plus efficace pour maintenir le spectateur dans l'angoisse que de le faire sursauter toutes les 15 minutes à coups de machin qui nous saute à la tronche. Insidious, la dernière clé, comme beaucoup de films d'horreur aujourd'hui, a choisi la facilité. Il n'utilise que le jumpscare pour faire peur. Certainement l'un des outils cinématographiques les plus simples à utiliser. Moi, ça me sort du film. Je n'ai pas eu peur dans le film, j'ai eu peur du film. Du coup, à aucun moment je ne m'inquiète pour les personnages. Ils m'étaient complètement indifférents. Bah tiens, les personnages, parlons-en. Elise est le seul personnage convaincant, et c'est surtout dû à son interprète, la géniale Lynn Shaye, qui tient son rôle jusqu'au bout malgré un texte fade. Son jeu de regard m'a vraiment plu, on sent qu'elle est brisée, torturée, que revenir dans sa maison d'enfance lui fait éprouver une véritable nostalgie, à la fois heureuse et abominable. Heureusement qu'elle est touchante d'ailleurs, elle est quand même le personnage principal. Mais rien à faire, je n'ai jamais eu peur pour elle. J'aurais pu m'impliquer émotionnellement, mais je savais que le film était un préquel, qu'il se passait avant le premier Insidious. Elise était donc obligée de survivre, comme si elle était immortelle. À aucun moment elle n'était réellement en danger. Tout comme les deux Gugus en cravate d'ailleurs. Oh mon dieu, mais ils sont nuls! Dans les films précédents, ils sont drôles, oui, mais ils sont aussi utiles. Ils sont censés être des adultes avec une âme d'enfant. Dans ce film, ce sont des enfants dans un corps d'adulte. Ils ne sont jamais sérieux. Ils passent le film à draguer les nièces de leur patronne de façon bien lourde, jusqu'à l'improbable baiser final à l'hôpital, qui ne semble poser de problème ni au papa, ni à la tante. Les nièces qui ne sortent d'ailleurs de nulle part. La première ne sera qu'un archétype de demoiselle en détresse, et l'autre n'a aucun autre intérêt que de remplacer Elise. Bah oui, Elise meurt à la fin de Insidious 1. Donc faut bien quelqu'un pour prendre la relève. Alors voilà, ça va être elle. Elle a les mêmes pouvoirs, elle est plus jeune, plus jolie, de quoi faire plein d'autres suites OSEF avec la jeune voyante. Spoiler alerte sur le prochain Insidious, alors qu'elle vient d'apprendre la mort de sa tante, la nièce d'Elise fonde avec les deux cravateux une nouvelle équipe pour aider les gens à vaincre leurs démons. Oui, car non content d'être prévisible en lui-même, le film rend prévisible toutes les suites de la saga. Et bah ce sera sans moi. J'ai pas grand chose à rajouter sur les personnages. Le frère d'Elise ne sert pas à grand chose. J'aurais voulu en voir plus sur lui, sur la discorde qu'il a envers sa sœur qui lui a quand même fait vivre un cauchemar, mais le film n'est pas très généreux en scènes qui approfondissent les liens entre les protagonistes. Même Josh Stewart, qui interprète le père violent d'Elise, n'arrive pas à sauver le film. Il en a rien à foutre. Il en a clairement rien à foutre. J'ai vraiment eu le sentiment au cinéma qu'il était là pour empocher son chèque, et c'est tout. Rien de plus. Le méchant du film, quant à lui, est un gros monstre complètement random. C'est lui qui donne le nom au film, puisque ses doigts peuvent se changer en clés. Il peut posséder des êtres humains pour les rendre violents, les pousser à kidnapper et tuer des jeunes femmes. Il se nourrit de la haine, et c'est tout. Pourquoi il enferme des amérantes? Pourquoi les clés? Pourquoi la dernière clé? Son background, ses origines, tout ça, on n'en saura jamais rien. Ce qui faisait le grand intérêt de Insidious 2 et 3, c'était ces monstres, c'était les origines parfois surprenantes de ces esprits. Là, c'est clairement un Pokémon de type spectre, dont on se fiche complètement. Le design est sympa et associé à sa prison infinie, j'ai même eu l'impression qu'ils ont puisé dans l'univers cauchemardesque d'Hellraiser. Mais ça resterait une influence dont ils ont pris un peu de l'esthétique et ont torché le reste avec une intrigue convenue, des personnages creux
ennuyeux et ou dépourvu de tout intérêt. Il n'y a pas grand chose à sauver dans ce film. Il est oubliable et étire le concept d'Insidious sans rien conserver de ce qui faisait de ce film un bon film. Bon, si, pour être honnête, le cadre du Nouveau-Mexique c'était intéressant. Ça nous fait voir un peu de pays. Mais c'est pareil, c'est sous-exploité, j'ai jamais eu l'impression de profiter des paysages désertiques, parce qu'il n'y en a pas. Le seul instant de gloire du film, c'est la course-poursuite entre le cravateux à lunettes et le psychopathe qui habite dans la maison d'Élise. Et c'est le seul passage où il n'est question ni de fantômes, ni de lointains, ni d'esprit, ni de Insidious. Ça fait un peu mal de voir une saga née de la volonté de faire autrement, d'incarner le renouveau du genre en modernisant la recette des classiques de l'horreur, sombrer dans le convenu et dans tous les écueils de la concurrence. Bon, j'ai été un peu violent avec le film, il ne mérite clairement pas autant de haine. C'est juste un énième film oubliable. Mais commencer 2018 comme ça, c'est pas top. Mais je garde espoir. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Popcorn.